on va parler de l'échographie pulmonaire en réanimation néonatale et pédiatrique. C'est une technique qui, à savoir l'échographie pulmonaire, qui est d'apprentissage facile et qui ne nécessite pas beaucoup de technicité et également d'apprentissage rapide. Et ne nécessite pas également un matériel, un échographe sophistiqué, seulement un échographe de bas de gamme avec très peu de gadgets, disons. On peut se permettre de faire cette échographie qui va nous rendre énormément service au lit du patient pour pouvoir répondre à plusieurs questions que le réanimateur, qu'il soit pédiatre ou néonatologue, va pouvoir répondre en temps réel. Donc, après cette introduction, on va aller rapidement pour gagner un peu de temps pour l'illustration des cas cliniques. Donc, comme objectif de cette présentation, c'est d'interpréter et comprendre l'intérêt de l'échographie pulmonaire au lit de malade de réanimation. Ainsi, c'est d'estimer la place de l'échographie pulmonaire en réanimation. Donc, cette technique, elle est en plein développement, qui est non invasive, réalisable au lit de malade, donc qui apporte un grand soutien pour le diagnostic en réanimation. Donc, comme intérêt, innocuité, la rapidité et la faisabilité au lit de malade. Donc, pour commencer, on doit connaître le langage sémiologique et sonographique de l'échographie pulmonaire. Pour cela, on va commencer par le choix de transducteur. Donc, en général, le transducteur qu'on doit choisir, c'est un transducteur linéaire avec un équilibre entre la résolution et la pénétration qui devrait être parfaite. Pour cela, on doit choisir une fréquence des ultrasons entre 9 et 14 MHz. Si on va envisager le transducteur convexe, on doit utiliser la fréquence la plus élevée possible. Voilà un type de transducteur linéaire et l'autre, c'est le transducteur convexe. Pour les méthodes d'examen, cette photo illustre les régions qu'on doit explorer en échographie pulmonaire. Donc, on est là guidé par la ligne axillaire antérieure et la ligne axillaire postérieure qui divise chaque poumon en trois régions. La région antérieure, la région latérale et la région postérieure. Et puis, après, à une ligne horizontale qui passe par le mamelon qui va diviser en champ supérieur et en champ inférieur. Donc, au total, on a 6 régions pour chaque poumon. Maintenant, on va parler des aspects échographiques du poumon. On va commencer par les aspects normaux et puis on va parler des aspects pathologiques. Donc, pour commencer, un schéma qui montre l'aspect qu'on va voir si on met la sonde perpendiculairement à la paroi thoracique. On va trouver ce qu'on appelle le signe de Batman, donc avec d'un côté la côte, avec son cône d'ombre, et puis l'espace intercostal qui va montrer le champ pulmonaire, et de l'autre côté, la côte inférieure qui va avec son cône d'ombre. Donc, et ainsi, on va voir ce schéma à l'échographie pulmonaire. Cette vidéo montre le signe qu'on a vu, donc avec comme image les côtes avec le cône d'ombre postérieur, et au milieu, ce qu'on voit, c'est le champ pulmonaire. Pour commencer, on doit savoir que la première étape requise pour apprendre et maîtriser l'échographie pulmonaire consiste à se familiariser avec et à comprendre les concepts de base et la terminologie qui sont à la base de l'utilisation de l'échographie pour diagnostiquer les pathologies pulmonaires. Ainsi, on va commencer par la ligne pleurale. Cette structure hyperéchogène linéaire qu'on trouve comme premier signe obligatoire et très important pour commencer à comprendre et interpréter les images échographiques. Donc, elle est lisse, régulière, sous l'ultrason, donc on l'appelle la ligne pleurale. La disparition
où la rugosité, l'épaississement important ou l'irrégularité de la ligne pleurale représente une anomalie. Donc, toute anomalie de la ligne pleurale qui normalement devrait être lisse et régulière consiste en une anomalie qu'on doit l'interpréter secondairement. Puis, après la ligne pleurale, cette ligne lisse, régulière et péréchogène, deux sortes d'artefacts proviennent de la ligne pleurale. L'un, c'est la ligne horizontale, ce qu'on appelle ligne A, et les autres, ce sont les lignes perpendiculaires, les lignes B. Voilà les lignes A, ce sont des lignes horizontales, équidistantes entre elles et la ligne pleurale, et qui s'affaiblissent en profondeur. Puis, il y a les lignes B. Les lignes B, ce qu'on voit, ce sont des lignes perpendiculaires qui naissent de la ligne pleurale et qui sont perpendiculaires à la ligne pleurale. Ces lignes B peuvent être isolées dans chaque champ pulmonaire, et puis, s'ils sont fusionnés, on parle de ligne B compacte. On peut aller jusqu'à syndrome alvéolo-interstitiel. C'est lorsque plus de 2 lignes B sont présentes dans chaque champ pulmonaire. On l'appelle syndrome alvéolo-interstitiel. On voit dans cette image l'absence de ligne A, qui est un concept physiologique normal dans un poumon normal, alors que l'apparition de ligne B, allant de ligne B isolée jusqu'à fusionnement au syndrome alvéolo-interstitiel et les poumons blancs diffus, ce sont des anomalies au cours de l'échographie pulmonaire. Puis on va parler du glissement pleural. C'est un concept très important et consiste en le déplacement de la ligne pleurale avec les mouvements de la respiration. Sa présence signifie que la plèvre pariétale et viscérale sont directement opposées. Ainsi, elle exclut les épanchements pleuraux, les pneumothorax et toutes sortes de conditions qui réduisent considérablement la ventilation pulmonaire. Par exemple, l'SDRA, la pneumonie sévère et la ventilation à très faible volume courant. Cette vidéo va montrer, comme on l'a dit, les côtes avec ses cônes d'ombre postérieures. Entre les deux côtes, il y a le poumon. La ligne pleurale, on la voit qu'elle bouge avec les mouvements respiratoires, ce qu'on appelle le glissement pleural ou lung sliding lung. Vous voyez ici le mouvement de la ligne pleurale avec les mouvements respiratoires. Puis un autre aspect qui est très important, ce qu'on appelle les consolidations pulmonaires. C'est une image où on montre les tissus pulmonaires avec une hépatisation associée à des bronchogrammes aériens ou liquides. C'est un signe très important et une valeur qui consiste en une valeur vitale pour le diagnostic des maladies des membranes hyalines, par exemple chez le nouveau-né, les pneumonies et les atelectasies. Voilà un exemple de consolidation. On voit ici une image qui montre pratiquement l'absence d'aspect normal d'un poumon, qui en général consiste à voir la ligne pleurale avec des lignes A horizontales équidistantes. On voit ici la disparition des lignes A et la présence d'images d'hépatisation avec à l'intérieur des bronchogrammes aériens. Un autre exemple est l'exemple type de l'inhalation de liquide méconial, comme le montre la radiographie du thorax. Et à l'échographie, ce sont des images de consolidation qui est l'équivalent d'une hépatisation des tissus pulmonaires. Le point pulmonaire, c'est un point de transition entre un poumon qui bouge normalement et, d'autre part, l'absence de glissement pulmonaire,
ce qu'on appelle le point pulmonaire, et c'est un signe spécifique de pneumothorax. Voilà l'exemple type. On voit à gauche le mouvement de la ligne pleurale, c'est le glissement pleural, alors qu'à droite, on trouve l'absence de mouvement de la ligne pleurale, et entre eux, il y a le point pulmonaire, ce qui signe la présence d'un pneumothorax. Le double point pulmonaire, c'est un concept qui est en faveur de deux zones différentes selon la gravité ou la nature de pathologie dans les différentes zones du poumon. Et ce qu'on trouve, c'est un aspect normal dans une zone du champ pulmonaire et de l'autre côté, une zone qui est pathologique avec disparition de ligne A et la présence de ligne B qui signe le double point pulmonaire. Puis après, on va parler en mode M, le signe de la plage de sable et le signe de la stratosphère. En mode M, dans l'échographie pulmonaire normale, on va trouver une série de lignes ondulées avec un aspect granulé en dessous de la ligne pleurale, ce qu'on voit ici. Ça, c'est un aspect normal, alors que lorsque le glissement pleural disparaît, les échos de points granulaires sont remplacés par une série de lignes parallèles horizontales, ce qu'on voit ici, la disparition de l'aspect granulé. Et ce type de signe à ultrasons est connu sous le nom de signe de stratosphère ou signe de code Abar, ce qu'on va trouver en général dans le pneumothorax. L'épanchement pleural, enfin, comme signe pathologique, la grande majorité des épanchements pleuraux simples seront visibles dans la région postériolatérale du patient couché. On va voir la vidéo qui montre à quel point le diaphragme est visible en raison de la présence du liquide pleural. Et la visibilité du diaphragme superficiel est l'une des caractéristiques d'un épanchement pleural. Ici, je vous montre. Ça, c'est la rate avec le diaphragme. On voit de liquide hypoéchogène et puis la partie du poumon qui est pathologique avec un aspect hépatisé. Lorsque l'épanchement pleural est très abondant, on va voir un collapsus de poumon avec, bien sûr, la possibilité de mesurer l'épaisseur de l'épanchement pleural. Donc, en conclusion, si on va résumer les caractéristiques d'un poumon normal, les tissus pulmonaires normaux apparaissent hypoéchogènes. Et lorsque le balayage, qu'on peut le faire longitudinalement lorsque la sonde est placée perpendiculairement à la paroi thoracique ou d'une façon transversale si on la place horizontalement aux côtes dans les espaces intercostaux. Donc, la ligne pleurale et les lignes A apparaissent comme lisses, claires, linéaires, hyperéchogènes, parallèles et équidistantes les unes des autres. L'intensité de la ligne A s'efface avec l'augmentation de la profondeur de poumon. Il faut savoir qu'il n'y a pas de ligne B, ni de queue de comète chez les enfants ou les adultes, mais peuvent être observés chez les nouveau-nés en bonne santé dans les 3 à 7 jours après la naissance parce que les poumons du fœtus sont pleins de liquide. Nous ne devrions pas trouver de syndrome alvéolo-interstitiel, c'est-à-dire le fusionnement des lignes B, d'épanchement pleural ou de consolidation dans les poumons sains des nouveau-nés ou des enfants. Sous balayage en mode M, le poumon normal rempli présente le signe de la plage et aussi les signes granulaires. Voilà une plaque qui résume un aspect normal d'un poumon avec les côtes et les cônes d'ombre postérieures, la ligne pleurale qui est régulière, lisse, et puis les lignes A équidistantes les unes des autres et de la ligne pleurale. La présence des lignes B.
l'absence de glissement pleural consiste en une anomalie en plus des autres anomalies comme les consolidations pulmonaires et les épanchements pleuraux. En conclusion, donc c'est une technique en plein développement, facile à apprendre et qui est une méthode qui peut permettre un diagnostic étiologique dans le cadre d'une détresse respiratoire. En plus d'être non invasive et économique, elle peut être utilisée rapidement dans le cadre de l'urgence vitale. On va illustrer ces données échographiques par 3 cas cliniques, essentiellement du nouveau-né. C'est un nouveau-né qui a été admis à H8 de vie en réanimation. Comme antécédent, c'est une naissance à 37 semaines pour souffrance fœtale aiguë avec une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine. Un poids de naissance à 3,4 kg et on trouve la notion de liquide amniotique teinté avec une anamnèse infectieuse négative. Il est admis dans un tableau de détresse respiratoire sévère avec un score de Silverman à 6. La radiographie du thorax, vous la voyez, on voit essentiellement qu'il y a une atteinte alvéolo-interstitielle qui n'est pas très marquée. Et à l'échographie pulmonaire, on voit ce qu'on a parlé, c'est les consolidations, cette hépatisation du poumon. Vous voyez qu'il y a disparition de la ligne pleurale. On a dit que la disparition, la rugosité, l'irrégularité de la ligne pleurale consiste en une anomalie. On voit ici qu'il y a absence de ligne pleurale, et parfois irrégulière et épaisse ici. Et puis le poumon, le tissu pulmonaire, il est remplacé par une image qui est une sorte d'hépatisation avec des contours irréguliers. Et ça, c'est une image typique dans le contexte du liquide méconial, d'une inhalation de liquide méconial. Ça, c'est une vidéo. Ça, c'est une vidéo qui montre cet aspect avec absence de la ligne pleurale en partie, l'irrégularité en partie, et cette image de consolidation dans ce poumon pathologique. Donc, le diagnostic qu'on a retenu, c'était une inhalation du liquide méconial, même avant d'avoir la radiographie du thorax. Le deuxième cas clinique, c'est un nouveau-né de 34 semaines qui est né par césarienne en urgence pour pré-éclampsie sévère avec bonne adaptation à la vie extra-utérine, un poids à 2 kg et une détresse sévère avec un score de Silverman à 6. La radiographie du thorax, elle montre une atteinte alvéolo-interstitielle avec quelques micronodules. Donc, et l'échographie pulmonaire, comme vous la voyez ici, on trouve ici un poumon blanc avec disparition de ligne A, on ne les trouve pas. C'est la fusion complète des lignes B, c'est un poumon blanc. Et ici, c'est un syndrome alvéolo-interstitiel. Comme vous le voyez ici, une ligne pleurale qui est irrégulière, épaisse par moment, et des lignes B fusionnées. Et puis, à l'échographie pulmonaire, avec une image vidéo qui montre des consolidations avec à l'intérieur, ici, des bronchogrammes aériens qui bougent avec les mouvements dynamiques, c'est-à-dire des bronchogrammes aériens dynamiques, et le diagnostic retenu, c'était une maladie de membrane hyaline. Un troisième cas clinique, c'est un nouveau-né de 36 semaines qui est né par voie basse avec un poids de naissance à 3 kg, une bonne adaptation à la vie extra-utérine et une anamnèse infectieuse négative, détresse respiratoire néonatale immédiate. Il est resté au service d'origine, puis il a été adressé à H26 de vie avec cette radiographie du thorax. En fait, c'est un nouveau-né qui est né à Jendouba. Et cette radiographie du thorax, elle montre un pneumothorax à droite. Ce qu'on a fait, donc, on a préparé le matériel pour l'intubation, pour le drainage de pneumothorax à droite. Entre-temps, on fait l'échographie pulmonaire et ce qu'on trouve ici, à droite, c'est la présence du glissement pleural. Vous voyez que la ligne pleurale, elle bouge avec les mouvements respiratoires et on a dit que le glissement pleural, s'il est présent et la présence de ligne B concomitante élimine le pneumothorax. Donc, à droite, on ne trouve pas le pneumothorax qu'on a trouvé à la radiographie de thorax du service d'origine. Par contre, à gauche, ce qu'on trouve,
ici, vous voyez le mouvement de la ligne pleurale, ce qu'on appelle le glissement pleural, alors que cette partie ne bouge pas. Et au milieu, c'est le point pleural qui signe le pneumothorax. Mouvement à gauche, c'est le glissement pleural. Ça, c'est l'absence de mouvement pleural. Et ça, c'est le point pleural. Et ça, c'est un signe de pneumothorax qui se confirme en mode M. Le signe granulé ou de bord de la mer est remplacé par le signe de code à barre. Et ainsi, le nouveau-né a été drainé à gauche. La radiographie de thorax au service de réanimation a montré l'absence de pneumothorax à droite. Et cette image est hyper-échogène, donc en faveur du pneumothorax à droite, qui est confirmé à l'échographie. Et ainsi, après son intubation, le nouveau-né a été drainé à gauche. Je vous remercie pour votre attention.